Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce grand JT de l'éducation. Voici le sommaire. Les jeunes sont-ils paresseux, rebelles, démotivés au travail? Non, disent beaucoup d'études. Et pourtant, cette génération Z entretient un rapport très singulier avec le monde de l'entreprise. On va décrypter tout ça dans quelques minutes. Nous recevrons également Myriam Kebani, qui est une journaliste et réalisatrice. Elle parcourt le monde pour permettre aux enfants les plus isolés d'avoir recours et accès à l'éducation. Elle a fondé l'association Billes en tête et ce sera notre bon point du jour. Et puis, comme chaque vendredi, vous retrouverez votre agenda du week-end avec Emma Ferret. Et au programme Kung Fu Panda, un jeu de pistes sur les traces d'Arsène Lupin. Et évidemment, c'est bientôt Pâques, il y aura une chasse aux œufs. Et tout de suite, c'est l'actualité en bref avec Emma Ferret. Bonsoir Emma. Bonsoir Loïc. On démarre ce journal avec cette décision de la ministre de l'Éducation Nicole Belloubet. Les messageries ENT vont être suspendues jusqu'aux vacances scolaires. La décision a été prise hier soir suite à une réunion sur la cybermalveillance. Il va falloir sécuriser les comptes, martèle la ministre. À noter que ce ne sont pas les environnements numériques de travail qui sont à l'arrêt, mais uniquement leur messagerie. La secrétaire d'État au numérique, Marina Ferrari, était hier sur France Info. Elle insiste sur la sécurisation de ces espaces. Je crois que cette mesure, elle s'imposait. Elle va nous permettre de conduire tous les audits de sécurité nécessaires, de réinitialiser les mots de passe et de sécuriser derrière à nouveau ces messageries des espaces de travail numériques. Objectif donc, réinitialiser les comptes et verrouiller davantage leur accès. Ça, c'est pour le court terme. Parce que Nicole Belloubet envisage également des mesures pour la prochaine rentrée de septembre. Pour rappel, 340 menaces ont été recensées dans plus d'une quarantaine d'établissements depuis le début de l'année. Ce matin, un rassemblement a eu lieu devant la cité scolaire Maurice Ravel à Paris en soutien au proviseur qui a été poussé à la démission. Un rassemblement de parents, d'élèves et de professeurs à l'initiative du Parti socialiste. Hier, dans le journal Le Parisien, le proviseur menacé de mort est sorti de son silence par le biais de son avocat. Celui-ci insiste. Contrairement à ce qui a pu être dit, il n'est pas en retrait pour convenance personnelle, mais bien pour des raisons de sécurité. Ce matin, au micro d'Europe 1, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, réitère le soutien du gouvernement, en qualifiant cette mise en retrait d'insupportable. On part au Sénat qui examine des recommandations pour lutter contre la précarité des familles, pour que justement le droit des familles monoparentales ne soit plus un angle mort des politiques publiques. Et si les familles monoparentales bénéficiaient de tarifs préférentiels et de droits? C'est la mission de la délégation aux droits des femmes du Sénat qui a présenté mercredi un rapport après avoir consulté plus de 25 acteurs de tous les secteurs confondus. À noter qu'une famille sur 4 en réalité est monoparentale et 82% d'entre elles ont une femme à leur tête. Alors un cadre juridique reste à trouver, mais la délégation compte porter ce texte jusqu'à l'exécutif. Allez, direction maintenant le château de Villers-Cotterêts, situé dans l'Aisne, où on retrouve la Cité internationale de la langue française. Oui, au mois de mars s'est tenue la semaine de la langue française et de la francophonie, donc où petits et grands découvrent ou redécouvrent des mots que l'on emploie au quotidien, notamment à travers des expériences ludiques. C'est un reportage de Mehdi Eskefi. Tataouiné, Ouassing, Astragal, divulgaché. Sauriez-vous définir ces mots qui appartiennent à la langue française? Bienvenue à Villers-Cotterêts, petite commune à moins d'1 heure de Paris. Ici, un château historique accueille depuis quelques mois des visiteurs pour une expérience linguistique unique en France. Cette bâtisse, construite au XVIe siècle pour François Ier et laissée à l'abandon ces dernières années, a été complètement rénovée et réhabilitée pour accueillir la Cité internationale de la langue française. Dans ce lieu chargé d'histoire, on y trouve aujourd'hui un parcours ludique et interactif pour apprendre ou redécouvrir la langue de Molière. Des jeux collectifs à l'ère du numérique, pour les petits, mais aussi pour les plus grands. Ce qui est bien avec ce musée, c'est qu'il intègre pas seulement l'ancien français, mais aussi le nouveau français parlé par les jeunes. C'est un musée très interactif, avec beaucoup de jeux qui rendent ludique le fait de découvrir la langue française. C'est assez déroutant, tout en étant très intéressant, parce que comme j'étais prof, forcément, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on peut y revenir plusieurs fois. Alors je pensais emmener mon petit-fils qui a 8 ans, je trouve que c'est un peu prématuré. Il faut quand même, je dirais, pour les 4e, 3e, à partir de 13, 14, quelque chose comme ça. Certains viennent pour la première fois et d'autres n'hésitent pas à revenir.
J'étais frustrée la première fois, j'ai pas eu le temps de tout voir, tout regarder, donc voilà. Donc j'en profite pour faire une deuxième, une ressucée, comme on dit. Il y a des jeux interactifs, par exemple là-bas les mots cachés, là, on peut faire à deux. Je trouve également que c'est une structure qui permet de la convivialité. On se retrouve à jouer avec des gens qu'on ne connaît absolument pas, et ça je trouve ça génial, quoi. Lorsqu'on se prend au jeu, on découvre des mots insoupçonnés qui appartiennent à la langue française, leur étymologie ou encore leurs origines. Le personnel souhaite offrir une autre approche du français sur un ton plus léger. La Cité internationale de la langue française est un lieu dans lequel nous avons un château et ce château abrite un parcours permanent dédié à l'aventure du français. La Cité internationale de la langue française est adaptée aux plus jeunes dans un parcours que l'on peut faire de manière isolée ou en famille. Les enfants ici y trouvent leur plaisir et apparemment ils ont même envie de revenir. Alors là vous pouvez changer la phrase sur un autre registre. La Cité organise très souvent des programmations en parallèle, toujours sur le thème de la francophonie. Et donc Mehdi Esquiffi à Villers-Cotterêts qui a été rendu célèbre pour... Ok, donc il y a des quiz inattendus maintenant dans les JT. Ok, autant pour moi. Villers-Cotterêts, moi j'ai l'ordonnance de Villers-Cotterêts. C'est ça, les ordonnances de François Ier, Villers-Cotterêts, 1539. Dis donc, que de culture dans ce JT. Et exactement. Merci beaucoup Emma, on se retrouve tout à l'heure pour votre agenda du week-end. Vous allez nous parler notamment de Kung Fu Panda. Et attention à ce que vous allez dire parce que je l'ai vu en avant-première. Donc j'ai aussi mon avis à donner. On verra si on l'a aimé tous les deux. Mais avant cela, mercredi soir sur TF1, le Premier ministre Gabriel Attal a déclaré vouloir remettre la valeur travail au goût du jour. Et de fait, on entend souvent dire que les jeunes d'aujourd'hui sont moins impliqués, plus feignants, démotivés, ils sont un peu à cheval sur les horaires, tatillons. Mais est-ce que c'est la réalité? Et surtout, est-ce qu'il ne nous montre pas là une nouvelle voie, un nouveau chemin pour aborder le travail? On va en parler avec nos invités. Et ce qui est amusant, c'est que chaque génération estime que la suivante est moins bien, plus rebelle, moins engagée, irrespectueuse, même si en fait beaucoup d'études disent le contraire. Elles disent même qu'il s'agit tout simplement d'un basculement vers une nouvelle place du travail dans la vie de tout un chacun. On va en parler avec nos invités. Danielle Linard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et directrice de recherche émérite au CNRS. Et avec nous en Skype depuis le Québec, et on le remercie d'être avec nous, Jean-Pierre Brun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur du cabinet Empreinte Humaine, qui est spécialiste de la qualité de vie au travail, des risques psychosociaux et du bien-être en entreprise. Alors Danielle Linard, j'aimerais commencer avec vous pour que vous nous confirmiez ou infirmiez ce que toutes ces études nous disent. Non, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas plus feignants que nous l'étions à leur âge. Bien sûr qu'ils ne sont pas plus feignants que nous ne l'étions à leur âge. Ils sont peut-être un petit peu désemparés vis-à-vis de ce monde du travail qui prend des aspects bien menaçants. Ils entendent souvent leurs parents à table lors des dîners expliquer parfois du harcèlement, beaucoup de pression, des difficultés, un sentiment de solitude, un sentiment d'impuissance. Et c'est vrai que probablement le monde salarial leur fait un peu plus peur qu'auparavant, parce qu'il est devenu peut-être plus dur à vivre. Ouais. Pour certaines raisons, d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est que depuis la modernisation managériale, il y a eu une individualisation de la gestion des salariés et de l'organisation de leur travail. Et du coup, les collectifs qui étaient porteurs de solidarité, d'entraide, de sociabilité, ont peu à peu été déstabilisés au profit d'une mise en concurrence généralisée, puisque maintenant, il y a des objectifs individualisés, des évaluations de performance individualisées, qui débouchent sur des primes différentes, des salaires différents. Donc, c'est pas la même sociabilité. C'est pas un monde dans lequel on rentre avec confiance, mais on a vraiment l'impression d'être confronté à une épreuve solitaire. Ouais. C'est différent. À quoi est dû, selon vous, je le disais un peu en boutade, en introduction, chaque génération dit que la suivante est moins bien que nous. À quoi est due cette impression que forcément les jeunes sont moins engagés que nous ne l'étions ?
Je crois que c'est lié au fait qu'il y a de plus en plus de sollicitations différentes à travers les jeux vidéo, les réseaux. On est dans un monde un peu plus fictionnel. Alors, on a tendance peut-être à se dire que les enfants sont complètement dévorés par tous ces aspects sociétaux. Et un monde, pardon, où il y a peut-être aussi plus de passion assumée des jeunes que nos parents ou nos grands-parents qui étaient beaucoup sur le travail. Et puis là, aujourd'hui, les jeunes peuvent être au travail, vivre une passion, faire du sport, etc. Tout ça ensemble. Oui, mais je pense qu'il y a quand même un appétit pour le travail, parce qu'il y a un besoin de la part de chaque génération de s'insérer dans la société, d'être valorisé pour sa contribution, justement, de participer de la satisfaction des besoins d'autrui, une sorte de légitimation qu'on peut avoir dans la société. Et puis, surtout, je crois que ça, c'est quelque chose qui travaille beaucoup les jeunes, c'est le besoin de devenir, enfin, de s'améliorer, de développer des compétences, de satisfaire sa curiosité, de voyager avec le travail, enfin, grâce au travail. Donc, il y a cette idée que le travail peut déboucher sur beaucoup de stimulation. Ouais. Jean-Pierre Brun, cette génération Z là qu'on côtoie en entreprise à l'occasion de stages au collège ou dans les lycées pro, dans le cadre de l'alternance aussi, qu'est-ce qu'elle apporte comme nouveau souffle au sein de l'entreprise selon vous? Ben, je pense qu'un des éléments qui est très, très important pour ces nouvelles générations, et puis bon, j'en ai plusieurs qui travaillent avec moi chez Empreinte Humaine, mais j'ai aussi été pendant 30 ans professeur d'université à l'Université Laval à Québec, c'est le besoin de se développer. Je pense que c'est une caractéristique très, très forte de ces nouvelles générations, beaucoup plus qu'auparavant. Hein, si on regarde en effet les statistiques d'éducation, les gens qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui sont beaucoup plus éduqués que les gens qui y arrivaient il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Ils se sont développés, ils ont développé des compétences, une expertise et ils veulent poursuivre ce développement. En anglais, on appelle ça le thriving, l'importance de se développer professionnellement. On dit souvent, en effet, que les jeunes sont désengagés ou démotivés. Je considère beaucoup plus que c'est peut-être le travail qui, finalement, ne remplit pas sa promesse qu'il avait auparavant, de garantir l'emploi, de garantir aussi un bon niveau de vie. On le sait, aujourd'hui, il y a une insécurité d'emploi, il y a une insécurité économique et les jeunes sont capables de faire cette lecture-là. Et donc, quelque part, se centrent un peu sur eux en se disant, plus je vais développer mes compétences, plus je vais développer mon employabilité aussi à ce moment-là. Et donc, en effet, ont des exigences à ce niveau-là qui, parfois, les entreprises n'arrivent pas à y répondre. Je vais peut-être faire de la psychologie de comptoir, mais est-ce que finalement ces jeunes ne nous renvoient pas cette sorte d'immobilisme dans lequel on peut être à partir de 40 ans, ce qui ne nous disent pas nous on fait rien là où eux vont conquérir un certain bien-être, un certain désir d'aller plus haut, plus loin. Est-ce qu'il y a de ça? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut le voir, entre autres, sur les enjeux, tout autour des enjeux écologiques qui sont beaucoup plus présents aujourd'hui qu'ils l'étaient, moi, quand j'étais dans la force de l'âge du travail, je dirais, qui challenge énormément les entreprises à l'heure actuelle, où il y a une recherche de sens, d'utilité du travail. À quoi ça sert ce que je fais? Quel est le sens qui est en arrière de ça? Des questions que les générations un peu plus vieilles ne se posaient pas nécessairement, ou en tout cas pas tout à fait de la même manière. Quelle est l'empreinte écologique de l'entreprise? Il y a une étude qui est sortie dernièrement en France de l'INSEE avec Thomas Coutreau qui montre tout le phénomène de conflit de valeurs par rapport à l'empreinte écologique de l'entreprise, où les jeunes commencent à questionner leur entreprise sur leur empreinte écologique en se disant « je veux travailler dans un milieu de travail, mais qui respecte, entre guillemets, la planète aussi ». Donc, il y a un challenge là-dessus, très certainement, qui montre en effet que le sens qu'on donne au travail n'est pas nécessairement le même. J'aime bien dire que pour ma génération, le travail, c'était ce que j'appelle « my job ». Pour les jeunes, le travail, c'est « my life ». Il y a beaucoup plus de choses à prendre en considération et je pense que c'est une bonne chose. Daniel Linard, je le disais en introduction, est-ce qu'il ne nous montre pas une nouvelle voie ? Alors pas tous, on ne peut pas généraliser de cette manière-là. Les jeunes proviennent de différents milieux, sont plus ou moins favorisés, plus ou moins formés. Mais c'est vrai qu'il y a un phénomène qui est assez intéressant, qui a été évoqué tout à l'heure, c'est celui des jeunes qui sortent des grandes écoles et qui disent « nous n'irons pas faire carrière ». Nous n'avons pas reçu le bon enseignement et nous voulons un autre monde du travail qui soit effectivement plus respectueux de
des ressources de la planète. Donc ça, c'est un phénomène nouveau. Mais je crois que la mise en question et la quête de sens, elle a toujours existé. Souvenons-nous de 68. Tous ces gens qui disaient on en a marre de ce travail capitaliste. Elle est cyclique en tout cas, cette prise de conscience. Complètement, et elle dépend des contextes historiques, des possibilités d'emploi, de la possibilité de mettre à distance les contraintes du travail. Mais je crois que chaque génération est porteuse de motivation, d'espérance particulière, et je n'en connais aucune qui, entre guillemets, crache sur le travail. Moi, j'ai fait quelques interviews de jeunes qui disent le travail, c'est fondamental et j'en ai besoin pour me développer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'auparavant, il y avait une dimension collective. J'insiste beaucoup là-dessus parce que en 68, c'était nous. Nous voulons ci, nous sommes ci, etc. Alors que maintenant, c'est je voudrais pas, je préférerais. Et ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à vivre pour les jeunes parce que c'est quand même un symptôme d'impuissance quand on est tout seul. On ne peut pas changer le monde du travail, effectivement. Donc, on essaye de négocier dans le cadre de ce monde du travail et on sait qu'on n'a aucune marge de manœuvre. Et alors qu'auparavant, c'est on y va ensemble et on va changer les choses. Voilà. Est-ce que vous diriez que le monde de l'éducation prépare assez bien au monde du travail ? C'est-à-dire, malheureusement, j'allais dire malheureusement, oui. Parce que non, c'est intéressant, non, mais c'est intéressant de formuler comme ça. Il est tourné autour de la concurrence, de l'individualisation, du bon élève, de la bonne note, et pas du tout autour de préoccupations collectives et de société. Donc, effectivement, il est assez en phase avec les règles du jeu du monde du travail, où il faut viser l'excellence, être le meilleur, faire ses preuves, accepter les règles du jeu, rentrer dans le cadre. Alors là, de ce point de vue-là, c'est parfait. Sauf que c'est pas un monde du travail qui est ni acceptable du point de vue du bien-être des salariés, ni du point de vue de la performance. Il faut accepter la spécificité de chacun et de sa contribution. Ouais. Jean-Pierre Brun, il y a eu en France et peut-être qu'il y a eu aussi au Québec ce qu'on a appelé la grande rotation. Vous savez, c'est ce mouvement massif de démission qui a suivi le Covid. Alors en France, selon le ministère du Travail, 550 000 démissions ont été enregistrées au premier trimestre 2023, soit 24% de plus qu'en 2019. Et ce qu'on voit bien là-dedans, c'est que les jeunes n'ont plus peur de démissionner, de partir si ça ne leur convient pas. Et ça, leurs aînés avaient un peu plus de mal à le faire. Oui, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on a appelé parfois même le quiet quitting, les gens qui quittent l'organisation. Alors, je pense que ça dépend beaucoup aussi du contexte socio-économique de l'organisation. Du pays, pardon. Quand vous êtes dans un pays comme au Canada où on a un taux de chômage qui est très, très, très faible, même pas de 4%, bien évidemment, les opportunités d'emploi sont beaucoup plus grandes et c'est beaucoup plus facile si on démissionne ou si on quitte son poste de se retrouver rapidement un poste. Tout dépend aussi, bien évidemment, de la compétence que la personne a, de son expertise. Quand on est dans des pays où le taux de chômage est plus élevé, c'est pas tout à fait la même situation. Et je vous en parlais tout à l'heure, cette question de l'insécurité d'emploi est quand même quelque chose qui est présente, avec entre autres la montée de l'inflation, du coût de la vie, les problèmes sociopolitiques un peu partout à travers la vie, à travers le monde. Donc, on voit que ces enjeux-là sont quand même présents encore. Cette insécurité d'emploi est quelque chose qui va en augmentation. Et associé à ça aussi cette insécurité économique, ce qu'on appelle même cette souffrance économique qui peut être présente. Donc, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les jeunes quittent l'organisation, c'est probablement parce que le travail ne remplit pas la promesse, finalement, qu'on a fait à ces jeunes-là. Et cette promesse qui est, entre autres, d'avoir du sens dans leur activité, de trouver vraiment une valeur au travail qui est importante pour eux. Oui. Il y a aussi un élément très important, c'est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, avec la santé mentale au cœur de cette réflexion-là. Et les jeunes, ils sont de plus en plus attentifs. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand j'expliquais que le travail pour les jeunes, c'est my life, c'est beaucoup plus large. Cette question d'équilibre des vies, en effet, je pense que, et avec raison, moi j'ai eu un modèle qui n'est pas nécessairement le modèle que mon fils veut suivre sur le travail en termes d'investissement, d'heures de travail. Il y a un meilleur équilibre des vies, je pense, qui est un enjeu présent pour ces nouvelles générations, mais aussi pour toutes les générations en bout de ligne qui se posent des questions en se disant
En effet, est-ce que le temps que j'accorde à ma vie personnelle, à ma vie familiale, à ma vie culturelle, est-ce qu'il est tout aussi important que le temps que j'accorde au travail, ou est-ce qu'il y a un certain équilibre? Équilibre ne veut pas dire égal, hein, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a un certain équilibre? À cela se rajoute la question de la santé mentale. On le sait, entre autres avec la sortie de la COVID, les jeunes ont été très impactés au niveau psychologique, le sont encore, bien évidemment. Et donc, il faut être vigilant sur ce point-là. Il y a un besoin d'accompagnement. Il y a un besoin de connaître un peu plus, en effet, quel est cet état de santé psychologique, à la fois des étudiants, parce que, bien évidemment, ces étudiants vont rentrer un jour sur le marché du travail. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une certaine fragilité, tout au moins pas fragilité personnelle, mais plutôt parce qu'ils sont exposés à une multitude d'incertitudes et une multitude aussi d'éléments qui étaient plutôt menaçants au cours des dernières années. Et tout ça a un impact auprès des personnes et auprès de ces jeunes-là aussi. Daniel Linard, justement sur la santé mentale, on peut avoir l'impression que les chefs d'entreprise ou les managers ne comprennent pas que c'est une vraie préoccupation pour les jeunes. Est-ce que vous ressentez ça aussi ? Je crois qu'il y a une relative indifférence quand même de la part des directions quant à la réelle santé mentale de leurs salariés, parce que effectivement en France il y a un véritable problème. On est un des pays où le taux de suicide, le taux d'addiction à des substances psychoactives pour tenir au travail, le burn-out est un des plus forts. Donc le mal-être, le malaise des salariés français est d'autant plus fort qu'en France l'intérêt pour le travail est plus développé que dans d'autres pays. Vous savez, on dit que il y a une logique de l'honneur. Enfin, c'est Philippe Diribarne qui a analysé cela. Les Français mettent leur honneur dans le travail, là où d'autres salariés dans d'autres pays sont plutôt dans une relation contractuelle. C'est-à-dire, voilà, je fais ce qu'on me demande de faire, c'est mon employeur qui est responsable. En France, il y a de la souffrance parce qu'on veut faire du beau travail, du travail qui ait une utilité sociale, un travail dans lequel on puisse se reconnaître et être reconnu pour ce qu'on fait. Donc là, effectivement, se joue beaucoup d'enjeux en termes de santé mentale, de souffrance, de mal-être. Et je dirais, certes, les jeunes en sont très demandeurs par rapport à tout ça, sont en quête de sens, mais les autres aussi, véritablement. Oui, je disais ça parce que tout à l'heure, vous avez bien souligné qu'à table, les parents expriment leur mal-être. Et c'est vrai que lorsqu'on observe ça, pour soi, on est d'un coup beaucoup plus sensibilisé et on se dit plus jamais ça. Moi, j'y arriverai pas. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine appétence pour le freelance, le travail sur les plateformes ubérisées, l'auto-entrepreneuriat. On se dit bon, moi, je veux pas de ce monde-là. Alors effectivement, il y a l'idée je peux partir si il y a pas trop de chômage, mais il y a aussi l'idée je dois partir parce que je me sens impuissant. C'est encore cette idée d'individualisation. On est tout seul. On peut pas se dire on va changer les choses, on va faire une action collective, on va faire de la grève du Il y a de moins en moins de syndicats également dans les entreprises. Voilà. Donc ce qui domine aussi et qui n'était pas aussi important auparavant, c'est le sentiment d'impuissance. Il n'y a pas d'action collective véritablement. Il n'y a pas l'idée on va changer les choses là où on est parce qu'on les supporte pas. Là c'est je ne supporte pas donc je vais m'en aller. Voilà. Alors qu'on va retrouver la même chose ailleurs. Question que je vais poser, juste pour avancer un petit peu, puisque le temps passe, à M. Brun, mais je vous la pose d'abord à vous, Daniel Linard. Il y a aussi peut-être ce rapport à la réussite, qui n'est plus le même par rapport à nos aînés. Oui. C'est quoi pour vous, ou en tout cas pour ces jeunes, selon vous, la réussite? Ça tient à quoi? Alors, la réussite, c'est justement d'être reconnu pour des qualités spécifiques, exceptionnelles. Il y a ce besoin de se distinguer des autres, qui est quelque chose de relativement nouveau. Donc c'est plus l'argent? Moins que l'idée, par exemple, les jeunes disent, quand j'ai été recruté, on m'a dit, on mise sur toi, on va te faire une carrière, tu es la bonne personne. Alors, et puis, il faut dire la vérité, il y a un jeu de la part des recruteurs là-dessus. Voilà. Et ils sont pris dans cette espèce de quête éperdue de reconnaissance, de réussite, de valorisation personnelle. Alors, c'est être reconnu pour ses qualités, ses compétences, pour ce qu'il en est. Vous savez, auparavant, les directions misaient plus sur la professionnalité. Et maintenant, elles misent sur l'intime. On dit on va gérer les émotions, on va manager les affects. Donc, c'est la personne qui est évaluée. C'est quand même beaucoup plus déterminant que lorsque c'est le professionnel. Donc effectivement, être reconnu comme étant bien, quelqu'un de bien, de résilient, d'apte au bonheur, maintenant comme le demandent les recruteurs, c'est vraiment des valeurs personnelles. Jean-Pierre Brun, sur cette question de la réussite, selon vous, pour les jeunes d'aujourd'hui?
Je pense que les jeunes veulent réussir, comme nous, on voulait réussir, mais veulent réussir sur plusieurs volets. Entre autres aussi réussir leur mission sociale, réussir la mission écologique, réussir la mission collective. Pour les jeunes, en effet, le collectif est quelque chose de très important. On a fait des études récemment sur la reconnaissance au travail. On voit que la reconnaissance entre pairs est un élément qui est là aussi beaucoup plus important qu'il peut l'être pour d'autres générations. Donc, il faut avoir une vision un peu plus large. Je pense qu'ils sont en effet dans un modèle de réussite. La plupart des jeunes que je côtoie veulent réussir, mais c'est pas simplement réussir un objectif de production. C'est beaucoup plus large que ces éléments-là. Et c'est là que parfois l'entreprise a de la difficulté à y répondre ou intégrer ces dimensions dans leur mission ou dans leur stratégie, ces dimensions un peu plus sociales, écologiques, d'efficacité aussi, qui est beaucoup plus présente auprès des nouvelles générations, que ce soit de la question de la dextérité digitale, par exemple. Donc, et c'est un élément aussi attractif dans les entreprises, maintenant, pour les jeunes, de s'assurer que les outils de travail qu'on propose soient, je dirais, à la fine pointe de la technologie. Donc, c'est des éléments importants. Donc, pour moi, la réussite est présente, mais beaucoup plus large, sur plusieurs volets. Et encore une fois, là-dessus, les entreprises n'arrivent pas toujours à y répondre. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Brun d'avoir été avec nous depuis le Québec, cofondateur du cabinet Empreinte Humaine. Et merci à vous, Danielle Linard. Vous êtes donc sociologue et directrice de recherche émérite au CNRS. Et on a mieux compris avec vous, effectivement, ce qu'attendaient ces jeunes aujourd'hui du monde du travail. Ces jeunes, donc, chers amis professeurs, enseignants qui nous regardez, que vous allez devoir former et ouvrir sur ce monde du travail qui les attend. On marque une courte pause et on revient. De retour dans le grand JT de l'éducation avec une journaliste, productrice, réalisatrice qui promeut l'accès à l'éducation et l'égalité des chances un petit peu partout dans le monde. Elle a même créé une association qui s'appelle Billes en tête et qui a déjà permis à des enfants du Maroc, du Sénégal, du Népal, du Cap-Vert, entre autres, de bénéficier d'un soutien pour déployer leurs ailes. Bonsoir Myriam Kebani. Bonjour Loïc. Cette association Billes en tête, c'est le fruit en fait de votre parcours, puisque rien ne vous prédestinait en fait à devenir journaliste, réalisatrice, productrice, autrice également. Et vous avez en fait voulu casser ce déterminisme social en disant ça y est, c'est fini. Moi, j'y suis arrivé et je vais aider les autres aussi. C'est un peu ça. Oui, absolument. En fait, du quartier populaire d'où je viens, effectivement, c'était compliqué de m'émanciper de ma condition sociale. Et à partir du moment où j'ai pu réaliser mes rêves les plus fous, il est arrivé un moment où j'avais envie de transmettre effectivement cette volonté. Alors, pour vous, vous dites que l'éducation, c'est bien plus qu'un chemin académique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire que pour moi, en fait, c'est la clé qui ouvre les portes sur le futur. En fait, plus qu'un parcours académique, c'est vraiment la porte aussi pour l'épanouissement personnel et professionnel. Donc, c'est vraiment la clé pour permettre de pouvoir développer tout son potentiel et puis, encore une fois, de réaliser ses rêves les plus fous. Alors, de quelle manière vous travaillez avec votre association ? Comment est-ce que vous choisissez, par exemple, les pays cibles ? Comment vous choisissez, par exemple, de faire des dortoirs ? Je crois que c'est au Sénégal ou au Maroc, je ne sais plus exactement. Et puis, vous avez créé aussi des pupitres en Asie. Comment vous choisissez ce que vous allez entreprendre ? Alors, c'est très atypique, la façon dont je fonctionne. Pour moi, ça part de voyages que j'ai envie de réaliser. Et j'associe en fait le voyage aux actions que je peux mettre en place autour de l'éducation. Je vous donne un exemple. Effectivement, mon dernier voyage, c'était dans le nord de l'Inde, au Rajasthan. Alors, j'y suis allée pas du tout à la base pour l'éducation, puisque c'était pour faire une retraite spirituelle. Mais en étant sur place, j'ai cherché en fait l'école qui était autour de cet endroit où je me trouvais. Et je suis allée voir l'école et la professeure et je lui ai demandé comment je peux être utile. Et à partir de là, donc elle m'a parlé de pupitres dont elle avait besoin. Et j'ai rassemblé la somme avec les participants qui étaient sur place avec moi pour pouvoir permettre à un menuisier sur place de fabriquer des pupitres pour cette école. Et pour le dortoir, alors c'était où ? C'était Maroc ou Sénégal ? Je sais plus. C'était au Maroc, à Tafraout. Alors là, pareil, comment ça s'est passé ? Alors là, c'était il y a quand même quelques années, une quinzaine d'années. Et en fait, en allant sur place pour un événement, la personne avec qui j'avais créé l'association était du Maroc. Et donc, nous sommes allés en fait nous promener à Tafraout et nous avons rencontré en fait un proviseur d'école là-bas qui lui en fait faisait venir les élèves du village qui faisaient des kilomètres pour venir dans cette école. Et ses besoins étaient de construire un dortoir pour les filles. Donc, ce que nous avons pu mettre en place par la suite. Alors, donc, vous avez fait l'Asie, l'Afrique, vous êtes allé aussi en Amazonie. Est-ce que vous vous percevez un trait commun aux besoins en termes d'éducation dans tous ces pays où vous êtes allés ?
Alors justement, je pense qu'en fonction des pays, en tout cas pour ma part, ce que je trouve, c'est qu'à travers l'éducation et à travers les écoles, on découvre en fait un pays, que ça soit la politique, que ça soit la santé, que ça soit en fait tous les domaines dans l'éducation nous permettent en fait de découvrir un pays. Le point commun dans les pays autres que la France où je me suis rendue, puisque c'est plutôt dans les pays en développement, c'est vraiment pour certains un moyen de lutte, comme en Amazonie équatorienne où je me suis rendue chez le peuple Quichua de Sarayaku. Donc il y a toujours en fait cette envie de sortir de sa condition ou en tout cas de trouver un moyen de lutter pour préserver l'identité du pays, par exemple. Ouais. Comment vous arrivez à fédérer, alors finalement, quand vous allez faire des dortoirs, peu importe, on a vu pour leur adjacence, c'était avec les gens qui étaient avec vous, mais est-ce que vous sollicitez, je ne sais pas, des entreprises, des particuliers, comment ça fonctionne? Alors là aussi, c'est très atypique parce qu'encore une fois, je fais vraiment les choses à titre individuel. Je donne juste un exemple. Je suis partie en fait au Népal. J'ai passé une semaine dans un orphelinat où là, l'idée, c'était de pouvoir assister scolairement les enfants, de lire la presse avec eux le matin en tant que journaliste. C'était quelque chose qui me plaisait énormément. Pour avoir un peu d'argent, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des pashminas au Népal et ensuite j'ai organisé une vente en France et j'ai envoyé les bénéfices au Népal. Si on prend les Philippines, par exemple, là, je n'y suis pas du tout allée. En revanche, j'avais envie d'aider une association là-bas sur place. Et là, j'ai fait appel à une société pour pouvoir obtenir de l'argent et l'envoyer. Vraiment, c'est très différent en fonction des pays et des endroits où je me trouve. Est-ce qu'il y a une expérience qui vous a particulièrement marqué ? Celle où vous vous dites, celle-là, je la raconte toujours, je m'en rappellerai toute ma vie parce que ça m'a bouleversé, ça m'a touché. Alors oui, j'y avais pas réfléchi, mais une qui m'a... Voilà, je suis allée effectivement dans un orphelinat à Katmandou, sachant que j'ai choisi toujours des endroits où je me trouve, surtout dans les orphelinats, parce que je suis aussi une fervente défenseuse des droits de l'enfant. Donc d'être sûre que voilà, l'orphelinat où je me rends, tout est vraiment bien clair. Et là, en l'occurrence, il faisait tellement froid, extrêmement froid. Moi, j'avais la chance d'avoir une chambre à part, voilà. Et là, vraiment, je me suis dit, je ne peux pas rester, j'ai trop froid, c'est impossible. Je vais aller demain dans un hôtel 4 étoiles. Et le matin, quand je suis arrivée au petit déjeuner, j'ai vu ces enfants, en fait, avec des tongs, avec des parkas et qui tremblaient un peu. Je me suis dit, non, là, c'est pas possible. En fait, je viens pour de bonnes raisons. Mon confort de côté et voilà, ça m'a bouleversée. Ouais. Vous œuvrez donc à l'étranger, mais aussi en France, parce qu'il y a des besoins en France, et notamment à Paris, je crois que c'est dans le 19e arrondissement, c'est ça, vous organisez des sorties culturelles pour les enfants. Alors oui, parce que pour moi, évidemment, aller au bout du monde, encore une fois, c'est associé au voyage. Je veux rendre au pays ce que le pays m'offre au moment où je suis en voyage. Mais il y a évidemment la France. Et la France, alors on n'est évidemment pas du tout dans les mêmes conditions. Mais en revanche, dans le 19e, effectivement, vous avez des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Et en l'occurrence, là, j'avais eu l'occasion d'organiser une sortie culturelle à l'Aquarium de Paris pour des enfants dans le 19e. Après, j'organise aussi, par exemple, ma dernière intervention, c'était pour une association du quartier d'où je viens, qui est de Planoise à Besançon. Là, c'est une association de lutte, donc du sport, mais pour moi, le sport, enfin l'éducation passe aussi par le sport. Et là, j'ai organisé une soirée des professionnels des médias, pendant laquelle j'ai organisé une tombola qui a permis, en fait, une sortie culturelle pour ces enfants en fait, de ce quartier populaire. Alors, on sait que l'école, partout dans le monde bien sûr, mais en France aussi, donc, souffre. Mais selon vous, elle souffre de quoi ? Quelle est votre vision des choses sur ce point-là ? Alors, ça dépend. Est-ce qu'on parle de la France ou est-ce qu'on parle là, en France. Alors, en France, c'est vrai que c'est un terrain politique dans lequel, en fait, je ne veux pas m'engager. Mais, non, mais on a envie de savoir comment vous voyez les choses. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faudrait, si vous voulez, l'éducation n'est pas un privilège réservé à certains. Ça doit être un droit fondamental pour tous, sans exception. Et ce droit fondamental, au-delà de ça, c'est même le socle de la justice, de la liberté et de la dignité humaine. Donc, on entend beaucoup parler de méritocratie. Moi, sincèrement, je n'y crois pas à la méritocratie. Je ne pense pas que c'est qui veut peut, mais j'irais plus comme... j'irais dans le sens de la philosophe Chantal Jacquet, qui dit c'est plutôt quand on peut, on veut. Donc en fait, voilà, j'ai envie de me dire que non, c'est la méritocratie, pour moi en tout cas, c'est pas... En fait, ce que vous voulez dire, c'est que l'idée qu'on peut avoir de dire, ok, si tu veux, tu es par exemple en Seine-Saint-Denis, mettons, dans une banlieue très pauvre, si tu veux, tu peux t'en sortir. Pour vous, ça marche pas. C'est pas aussi simple. Non, c'est pas... Alors, c'est pas manichéen, c'est pas noir ou blanc. Mais en tout cas, il y a des facteurs externes qui ne permettent pas parfois de vouloir. Moi, je voulais, j'ai pu, donc oui, parce que je me suis donné les moyens qui n'ont pas été compliqués, mais par exemple, mes frères et moi, nous avons eu la même éducation, et pourtant, ils n'ont peut-être pas fait exactement ce qu'ils voulaient. Donc, en fait, je pense que c'est pas... Il y a des facteurs vraiment externes
qui sont... ce n'est pas, en fait, quand on veut, on peut. Ouais. Pour moi, c'est un peu trop direct. Eh bien, merci Myriam Kebani d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'association Bille en tête, également journaliste, surtout d'ailleurs pas également, productrice, réalisatrice de documentaires, autrice et coach. Si on veut soutenir votre association, comment est-ce qu'on s'y prend ? Eh bien, écoutez, il y a une page Facebook, Bille en tête, et également une chaîne YouTube. Et là, ça s'appelle The Real Trip, puisqu'en fait, c'est la partie voyage solidaire et humanitaire. Merci encore d'avoir été avec nous, Myriam Kebani. Tout de suite, c'est l'heure de l'agenda, les bons plans d'Emma Ferret pour passer un bon week-end sous le soleil ou sous la pluie. Ça dépend de là où vous êtes, chers amis. Emma, je sais que vous avez voulu me faire plaisir puisqu'on va commencer avec les sorties ciné. Voilà, tous ceux qui nous regardent savent que c'est mon petit plaisir personnel. Alors là, c'est Kung Fu Panda 4. Ça fait 8 ans qu'on n'avait pas vu un Kung Fu Panda et ça fait presque 20 ans que le premier est sorti, vous vous rendez compte ? Bah oui, non, voilà. mais parce que ça ne nous rajeunit pas. Surtout alors, moi. Oui. En effet, en préparant la chronique, je me pris même moi un coup de vieux. Donc c'est pas peu dire qu'il avait été attendu, parce que, donc vous l'avez dit, 8 ans depuis les dernières aventures du panda expert S arts martiaux. Donc après avoir gagné ses galons, Po est sommé de céder à l'invitation au repos en devenant le chef spirituel de la vallée de la paix. Alors, vous vous en doutez bien, ça va pas exactement se passer comme ça. On regarde la bande-annonce. Tai Lung, je suis fan. Quand je posséderai le kung-fu des plus grands méchants, personne n'osera douter de mon pouvoir. Pas même l'illustre guerrier dragon. C'est qui ça? La plus puissante sorcière polymorphe, la caméléone. Et comment je la trouve, cette la caméléone? Je vais t'amener tout droit devant sa porte. On est face à une armée. Alors on va créer notre armée à nous. Donc notre panda va donc devoir s'associer à une renarde très différente de lui pour sauver son monde des griffes de l'ennemi. Pour ce qui est du casting, les réalisateurs ont depuis 2008 fait confiance à Jack Black pour la voix en version originale et à Manu Payet pour la version française. On est toujours ravis de les retrouver parce qu'il me semble que vous êtes vraiment client, Loïc, de ce genre de film. C'est-à-dire que je partage 2 points communs avec Po, c'est l'amour du kung-fu et l'amour de la nourriture, si vous voulez. Donc on se ressemble un petit peu sur certains points, donc j'aime bien, oui. Bon, voilà, ça fait une raison suffisante si, comme Loïc, vous partagez beaucoup de points communs avec Po, d'aller retrouver Kung Fu Panda en salle, week-end pluvieux, je dis ça comme ça. C'est ça, en plus, il paraît qu'il va y avoir un week-end pluvieux partout en France. Donc allez au cinéma. D'ailleurs, il y a une petite escapade ludique dans l'un des plus beaux édifices parisiens à la recherche des secrets d'Arsène Lupin. Ça aussi, c'est une bonne idée de sortie. Eh ben moi je trouve, en tout cas, c'est pas n'importe quel secret en plus, parce que c'est celui de la comtesse Cagliostro et de son fameux élixir de jouvence. Bien sûr, très connu, la comtesse Cagliostro. Évidemment. Il faut connaître un peu Arsène Lupin, revoir ses classiques. Autant pour moi. Donc c'est un jeu de piste qui est proposé au Palais Garnier, une enquête immersive qui vous glissera dans les pas du gentleman cambrioleur le plus connu de France. Je vous propose de jeter un œil à ce qui peut vous attendre. Et donc les détails de l'architecture du palais vous aideront à trouver les indices nécessaires à votre enquête pour réussir même là où Arsène Lupin a lui échoué. Et on est guidé par la petite fille du célèbre voleur. Eh oui, c'est Irène Lupin qui vous guidera. Eh oui, et elle vous donnera les indices au fur et à mesure. Donc c'est un jeu de piste autonome à partir de 12 ans. Si plus jeune, il vaut mieux être accompagné d'un adulte et les prix des places vont de 20 à 28 €. Ça dure 1h30. Et donc, week-end pluvieux, mais week-end heureux. Pourquoi ? Parce qu'on va manger beaucoup de chocolat, évidemment. C'est le week-end de Pâques. Et il y a pas mal de spots de chasse aux œufs. Et ouais, on enfile son ciré, on prend son panier et on emmène les enfants faire leurs 10 000 pas par jour. Direction d'abord le château de Chantilly, qui ouvre un gigantesque jeu de Pâques sous une forme de jeu de loi, vous le voyez. Il faut s'y rendre de 10h à 17h pour récupérer ses chocolats. Et c'est aussi en Seine-Maritime, bon, partout en France, mais vous avez choisi effectivement cette belle région. Et en effet, parce que le département a caché plus de 2000 œufs à venir
recherchés un peu partout. Alors, il faut noter qu'à samedi, la chasse aura lieu dans le parc de l'abbaye de Jumièges. Et dimanche, ce sera dans les jardins de l'abbaye de Saint-Georges, à Saint-Martin-de-Beaucherville. Et pour le lundi 1er avril, dans le parc du château de Martinville. Et tout ça, c'est donc, vous l'avez constaté, pour les aficionados de la Seine-Maritime. Ouais, et vous avez vraiment voulu me faire plaisir, puisque vous avez même pris un petit événement qui se passe dans le sud de la France. Et oui, je tiens au point sudiste. Mais oui. Parce que si pour vous, Pâques, ça rime plutôt avec jour férié, donc ambiance festive, rendez-vous dimanche et lundi sur le pont du Gard, qui vous propose un rendez-vous pascal sous le signe des animations, des concerts, des marchés de petits producteurs, puisque vous pourrez même récupérer votre panier pique-nique à la réservation. Donc ça se récupère à l'entrée et ensuite vous prenez votre panier pour profiter de cette jolie soirée. Merci beaucoup Emma. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, son invité, c'est donc la petite culotte et c'est la dernière fois que j'aurai à lancer cet artiste au nom pour le moins farfelu. Si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission, donc celle sur laquelle on va vraiment se concentrer sur l'école. Toi, ça commence à remonter un petit peu, mais comment tu juges l'école française? Comment je juge suite à ce que je t'ai dit pour Cuba, je pense qu'on devrait, on devrait laisser la place aux artistes d'être reconnus. Plus d'art. Plus d'art, ouais. La chance d'être reconnu comme un médecin. Si tu vois à Cuba, réellement, le musicien, le chanteur, l'artiste en lui-même, le sculpteur... Tu veux dire en termes de statut? Ouais, en termes de statut. Social. Et donc, autant d'infrastructures, autant de temps, autant d'énergie, autant d'écoles, d'art. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire avec ça. L'école de demain, tu la vois comment? L'école de demain... Moi, je suis un peu mitigé parce que j'adore d'un côté là, je suis à la limite de m'acheter le casque Apple pour voir ce que c'est, me promener dans la rue à Paris, à marcher dans la rue avec le casque. Et en même temps, j'adore écouter Brel et Dalida et dans mes chansons, des fois, j'ai envie d'incarner un Brel. Donc, je ne sais pas comment on va arriver à mixer tout ça. On a l'air plutôt parti dans la première direction. Ouais, mais comment réussir à garder ces valeurs tout en acceptant le moderne? Parce qu'il y a des trucs lunaires. Là, je sais pas, là, par exemple, il y a 3 jours, Kanye West qui fait un concert où il n'a pas chanté, il a juste mis son album. Je ne sais plus si c'était à l'Accor Arena, 20 000 places vendues, les gens sont venus écouter l'album, il n'a pas chanté une seule fois, il n'avait pas de micro. Donc il était là avec le truc, il a joué. Est-ce que c'est ça l'avenir? Est-ce que maintenant c'est plus des shows? Parce que réellement, même dans la musique, on ne sait pas. Bon, là, désolé, je repars sur la musique parce qu'il y a vraiment presque que ça qui m'intéresse. Mais... D'accord. Pour toi, du coup, la musique à l'école, est-ce qu'elle a une place suffisante? Non, ça c'est clair. Non, pas. Est-ce qu'elle est enseignée de la bonne façon? Nous, moi, dans les souvenirs que j'ai, c'était très classique, c'était très... on se moquait beaucoup du prof de musique. Je pense pas qu'elle soit enseignée de la bonne façon. Après, j'ai pas réfléchi pour pouvoir dire... Comment l'enseigner? Ouais, je pourrais pas... puis j'aime pas... je vois ma mère, à quel point c'était dur parfois. Elle rentrait, elle était lessivée parce que les élèves ils ont tellement d'énergie et puis ils sont tellement durs à captiver que c'est trop compliqué d'aller cracher sur et l'éducation et ceux qui réfléchissent et les profs. Tu as grandi en Corse, tu as appris le corse à l'école? Ouais. Est-ce que toutes ces langues régionales, le corse, le breton, le basque, sont de moins en moins parlées? Est-ce qu'il faudrait insister dessus à l'école? Ou au contraire Moi, je suis trop fier de voir des radios qui sont complètement en Corse, des télés sur Viastel où ça parle corse et où je vois des jeunes qui parlent corse, mais tellement comme si c'était du français. Moi, à un moment donné, je l'ai parlé, on essayait de faire l'effort avec mon père, de le parler, etc.
Mais j'ai un peu honte de ne pas pouvoir le parler comme je parle le français. Parce que dans ma vie actuelle, en ne parlant pas des langues, c'est comme l'italien. À un moment donné, je parlais l'italien parce que j'allais beaucoup en Italie, j'ai un peu de famille italienne. Là, avec l'espagnol et l'anglais, j'arrive plus à parler italien. Et c'est trop dommage. Et je pense que c'est dû à ça, le fait qu'on le parle de moins en moins, on l'oublie. Mais il faut sûrement pas l'oublier. Il faudrait continuer que ça soit obligatoire à l'école. Est-ce que ça doit être obligatoire? Je sais pas. Parce que moi, l'anglais, j'ai commencé à l'apprendre au moment où c'était plus obligatoire et où moi, j'ai choisi de devoir parler anglais. Sinon, je savais pas dire un mot. Pourtant, c'était obligatoire et j'avais 3 heures. Je sais pas si la notion d'obliger, ça aide à inciter les gens à apprendre et à s'intéresser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait trouver un moyen de les intéresser sans les obliger. Qu'ils choisissent eux peut-être qu'on aurait, au lieu d'avoir 10 matières, on en a 40. Et on choisit ses matières. Chacun choisit ses matières, peut-être. On garde cette idée. C'est déjà la fin de l'émission, Vincent. Ok. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Merci beaucoup Malika et à lundi. Tout de suite, c'est le célèbre Zap de School TV. L'enquête, elle s'est aussi concentrée sur les règles et les maladies gynécologiques qui évidemment touchent les jeunes femmes. On y apprend que chez ces jeunes filles, les règles empêchent parfois de vivre normalement. On en entend beaucoup aussi parler dans les médias. En revanche, votre enquête, ça y est, elle le montre. La faute aux symptômes particulièrement handicapants? Alors, la faute aux symptômes, bien évidemment, et la faute aussi, à mon sens, au regard des résultats, à une forme de banalisation de la douleur chez beaucoup de femmes, puisque quand on les interroge, on a quand même 38% des femmes qui nous disent bien vivre leurs règles contre 31% qui nous disent mal les vivre. Et quand on les interroge, on leur pose la question, avez-vous déjà loupé l'école ou un jour de boulot? On a quand même plus de 40% qui nous disent oui, je me suis déjà absentée. Ouais, je me suis déjà absentée au moins une fois, et à hauteur de 20% nous disent je me suis déjà absentée plusieurs fois. Donc vous voyez, on a quand même 38% des femmes qui nous disent tout va bien. Et malgré tout. C'est paradoxal. Comment vous expliquez ça? On explique. Tabou. Alors déjà, il y a un sujet. Voilà, les règles, c'est un sujet tabou dont on commence à parler, mais il faut en parler encore un peu plus. Ouais. Et c'est ce qu'on a envie de faire, notamment avec le lab, lever les tabous. Mais on se rend bien compte qu'effectivement, il y a aussi une forme, comme je vous le disais, de banalisation de la douleur, puisqu'on a notamment, on parlait de l'endométriose un petit peu tout à l'heure, il y a beaucoup de médecins, quand vous allez les voir, on vous dit, c'est pas grave, vous avez vos règles, vous avez mal, c'est normal. Et l'effet, c'est que non, ça n'est pas normal. C'est que ce n'est pas normal, et avec le lab, nous essayons justement d'endiguer un petit peu ce discours de normalité, vie avec ta souffrance. Et donc, notamment, on essaye de former les infirmières scolaires à la prise en charge des jeunes femmes qui souffrent durant leur menstruation. Voilà, on va dans les écoles, on en parle, et faire comprendre qu'on a le droit d'avoir mal et qu'on n'est pas obligé de dire que tout va bien quand ce n'est pas le cas. On va définir d'abord la sensibilité avant de parler d'hypersensibilité. Et c'est effectivement un processus qui me tient à cœur, d'abord partir de la base commune avant de parler de la spécificité de l'hypersensibilité. La sensibilité, finalement, on en a tous une, et c'est essentiel de le rappeler. Tout à chacun, humain que nous sommes, possédons une sensibilité qui nous est propre, c'est-à-dire une manière de recevoir des stimulations de la part de l'environnement et de les traiter pour y répondre de manière plus ou moins adaptative. Et elle est, cette sensibilité, au départ, au service de l'organisme. Elle n'est pas contre notre organisme. Exactement. La sensibilité, c'est vraiment un outil qui a pour but de nous rendre des services, nous aider à nous adapter à notre environnement. Ce qui, la capacité à s'adapter reste quand même une part importante de l'intelligence en soi. La sensibilité dont vous parlez, les sensibilités dont vous parlez, elles sont de tous ordres. Il y a la physique, l'émotionnel, l'intellectuel. Effectivement. Alors moi, j'aime bien décomposer ça avec un acronyme que j'appelle la cocotte, le corps, le cœur, la tête. Ça me semble vraiment important de le rappeler parce qu'on a tendance, encore à l'heure d'aujourd'hui, à découper l'individu et encore plus les enfants en morceaux, comme un saucisson qu'on va donner des morceaux à chacun, dont on s'occuperait séparément. Pourtant, l'enfant fonctionne comme un tout, l'adulte
l'individu fonctionne comme un tout, quand la sensibilité elle est exacerbée sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel ou bien sur le plan sensoriel, et bien forcément il va avoir un équilibre à trouver pour pouvoir s'épanouir. Quel est votre sentiment sur le logiciel développé par François Vontron ? Pas de secret, on sait que vous connaissez tous les deux. Et est-ce que vos deux solutions, vos deux outils sont complémentaires au final ? Non, j'ai même eu l'occasion de l'essayer. Et il est superbe. La partie gamification marche extrêmement bien. Il est très joli. Ça fait penser à plein de dessins animés qu'on a pu voir étant plus jeune. Et effectivement, là où Poppins va vraiment être là sur la partie suivi et remédiation, nous, on va être là au quotidien, au moment des devoirs. On va venir ne pas rajouter de la charge de travail, mais prendre les devoirs du soir de l'enseignant et venir faciliter les besoins des enfants spécifiques. Comment vous avez travaillé, vous, chez Glaster, la partie gamification ? Parce qu'on avait parlé pour Poppins, mais vous, je crois qu'elle est bien avancée aussi. Exactement. Alors nous, l'objectif, c'est surtout de favoriser la prise en main de l'outil et de redonner goût à ces enfants qui, des fois, sont à la porte du décrochage scolaire. François l'a très bien dit, un outil pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit utilisé. Et donc, en fait, on vient travailler sur des petits mécanismes de récompense. Des fois, c'est tout bête, mais dire bravo, tu as réussi à un enfant qui ne l'a pas entendu depuis longtemps, ça permet de déclencher un cercle vertueux. Donc, on a tout un système où, à la fin de chaque devoir, on va venir débloquer des récompenses. Ces récompenses vont permettre de débloquer des badges, voire même d'acheter en boutique des récompenses que les parents peuvent mettre eux-mêmes. C'est-à-dire ce qu'on a pu connaître étant plus jeune, la carotte qu'on avait dans la bonne note. Là, l'idée, c'est qu'ils regagnent en autonomie en venant eux-mêmes débloquer cette récompense qui est le fruit de leur travail. Ce dont on parle régulièrement dans l'émission, c'est que l'addiction la plus forte chez les jeunes filles, c'est celle des écrans aussi. L'addiction aux écrans. Ouais, on a quand même 65% des jeunes femmes sondées qui nous disent passer trop de temps sur les écrans. Alors, ce qui est positif, c'est qu'elles ont conscience qu'elles passent trop de temps. Donc, c'est déjà une bonne chose, voir les choses positivement. Et 43% d'entre elles nous disent qu'elles passent plus de 4 heures par jour. Donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet, cette addiction aux écrans. Nous, en 2019, on a eu, avec le LabEIMI, l'agrément de l'Éducation nationale de Paris pour intervenir dans les collèges, pour sensibiliser les jeunes sur le sujet. On a décidé d'aller dans les collèges. Pourquoi ? C'est pas qu'au lycée, c'est trop tard, ou plus tard, il n'est jamais trop tard, mais de prendre vraiment, parce que c'est au collège qu'on commence à avoir un écran, un téléphone, une tablette entre les mains. Et l'idée, c'est de leur dire, ayez un usage utile des écrans. Il ne faut pas passer trop de temps. Il ne faut pas non plus leur dire de ne pas les utiliser, parce qu'évidemment, on vit dans une société et dans un monde où c'est très bien qu'il y en ait, mais il faut les utiliser de manière vraiment raisonnable. Et donc, on avait lancé un challenge qui s'appelait le Challenge Cyberaventure. On va dans les collèges et on leur propose de faire leur propre vidéo de prévention sur l'addiction aux écrans, le cyberharcèlement, puisque c'est également lié. Et donc, à la clé, il y avait des lots à gagner. On a notamment organisé un voyage au Mont-Saint-Michel, enfin voilà, pour déconnecter aussi des écrans. Donc, on va vraiment... Enfin, c'est un sujet, en tout cas, qui nous tient beaucoup à cœur, et on veut mettre, encore une fois, le jeune au cœur de sa propre santé, qu'il soit lui-même acteur et non pas spectateur de l'information descendante qu'on lui transmet. On pense que ça fonctionne mieux comme ça. Vous insistez, Camille, dès l'introduction, c'est pas un drame d'être hypersensible. Non, pour moi, c'est une chance. Je vais choquer en disant ça, bien entendu, mais comme on l'a dit juste avant, puisque la sensibilité est un outil au service de l'organisme et de l'individu, avoir une sensibilité accrue, élevée, c'est avoir un outil puissant. Je vous dis, ce qui définit l'hypersensibilité, c'est que ça amplifie tout. Donc ça peut amplifier les problèmes, pas forcément, mais ça peut amplifier les choses sympas aussi. Ça amène une certaine intensité dans les ressentis des stimulations qu'on reçoit. Ça amène aussi à traiter en général plus de stimulations que tout à chacun, puisque ça peut être associé à des seuils de détection plus bas. On détecte plus de stimulation dans l'environnement, un petit sourcil qui se hausse, un petit rictus, un mouvement de bras, et hop, on interprète. Là, c'est le traitement de l'information qui intervient. Et par contre, dans le traitement de l'information, il peut y avoir tout un tas d'entraves qui vont venir parasiter un petit peu le processus de la sensibilité et amener éventuellement des réponses inadaptées. Cela dit,
en dehors de ces petites entraves, par exemple l'anxiété, par exemple la dépression, par exemple... Petite entrave. Le jeûne. Light. Light. Mais ça peut être, sans parler de troubles, ça peut être aussi tout simplement des compétences émotionnelles qui vont être un peu insuffisamment développées et qui vont venir parasiter le traitement de l'information qui, à l'origine, n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est juste là et l'individu doit la traiter. Est-ce que vous avez des projets dans un futur proche d'évolution de votre solution? Vers quoi elle va tendre? Est-ce que vous allez la faire évoluer? François? On va aller déjà jusqu'au bout du chemin pour vraiment obtenir un remboursement par la collectivité de ce dispositif. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de partir vraiment de la recherche académique pour aller jusqu'au bout du chemin, un dispositif médical vraiment qui est complètement rentré dans le parcours de soins. Après, c'est évident qu'aujourd'hui, les enfants avec qui on travaille sont des multidys, comme le rappelait Antoine tout à l'heure. En fait, vous avez des enfants qui vont être aussi dysphasiques, dyspraxiques, qui vont avoir une multitude de troubles. Donc on commence déjà effectivement à avoir des essais cliniques dans d'autres indications, avec d'autres types d'enfants. Ça nous plaît énormément justement de se dire qu'on a derrière un potentiel de faire de la recherche clinique pendant encore de très belles années. Et voilà pour le ZAP. Un grand merci d'avoir été avec nous dans ce grand JT de l'éducation. Il me reste à vous souhaiter un bon week-end de Pâques. Attention au chocolat, bien évidemment. Avec nous aujourd'hui à la réalisation, c'était Xavier Sanchez. Au son, Saïd Mamou. Au maquillage, Laure Rodemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Et vous retrouverez Virginie Guillaume dès lundi. Bon week-end. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.